Bonjour, professeur Gabriel Steg. Vous êtes dans votre bureau de chef de service de la cardiologie à l'hôpital Bichat. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Alors, pour vous présenter, ça va être très dur parce qu'il y a une liste monumentale de titres, de postes que vous occupez dans tous les organismes de recherche dans le monde entier. Je vais donc rappeler que vous êtes chef de service à l'hôpital Bichat en cardiologie. Vous êtes également professeur des universités de Paris et vice-président chargé de la recherche pour la PHP, les hôpitaux de Paris, ce qui fait déjà beaucoup. Alors, l'actualité qui vous concerne est quand même très impressionnante. Vous venez de recevoir le prix Claude Bernard de la ville de Paris pour la recherche, donc pour l'ensemble de vos travaux, alors que vous n'avez que 62 ans, ce qui est déjà, pour avoir une reconnaissance pareille, c'est déjà très impressionnant. Et donc, je voulais partir de l'actualité qui nous concerne avant de terminer cette émission par l'évocation de vos parents qui sont très connus dans la communauté juive, qui viennent de disparaître récemment. Votre père Adi Steg et votre mère Gilberte, qui sont des personnalités exceptionnelles et on aura l'occasion d'en parler à la fin de l'émission. Donc, pour partir de l'actualité, du fameux variant Omicron qui a fait son irruption ces derniers jours et provoqué un mouvement de panique, à la fois de panique boursière et panique dans les pays européens et en Israël qui vient de fermer ses frontières aux étrangers, le Maroc aussi, le Japon, etc. Est-ce que vous comprenez ce mouvement de panique vis-à-vis de ce nouveau variant? Alors, je crois que ce qui explique l'inquiétude ou peut-être la panique, c'est la conjugaison de deux choses. C'est la conjugaison de la remontée en partie saisonnière de l'incidence des cas et l'arrivée d'une nouvelle vague qui précède l'arrivée du variant Omicron. Et ça fait déjà quelques semaines que dans certains pays, la vague avait recommencé à monter, en Autriche, en Europe centrale, en Allemagne plus récemment, et même en France. Avant l'arrivée du variant Omicron, on a déjà une augmentation depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de l'incidence des nouveaux cas. Le coefficient R est repassé franchement au-dessus de 1, donc on sait qu'on a une réascension des cas, ce qui est attendu en hiver lorsque il fait froid, qu'il fait humide et qu'on est dans des lieux confinés mal ventilés, surtout si les mesures barrières sont moins suivies. Et puis l'incertitude liée à ce nouveau variant avec le risque qu'il soit potentiellement beaucoup plus contagieux que les variants précédents et peut-être plus virulent et peut-être plus grave, donnant des formes cliniques plus graves. Mais là-dessus, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons encore assez peu d'informations. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne les ai pas. Je ne crois pas qu'on ait des informations très solides sur ces éléments, mais il y a une crainte, en tout cas une incertitude, et il est prudent, dans un contexte d'incertitude, de mettre en œuvre des mesures de précaution, des mesures conservatoires. Et donc, en ce sens-là, je comprends la prudence des autorités politiques et des autorités sanitaires des différents pays autour de nous. Maintenant, je crois aussi que la panique est très mauvaise conseillère. Je pense qu'il ne faut jamais paniquer. Il faut essayer d'analyser de façon rationnelle la situation. Vous trouvez quand même qu'il y a eu un mouvement de panique? Oui, il y a eu un mouvement de panique, mais en fait, on sait très bien ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut terminer la vaccination des non-vaccinés. Il faut absolument augmenter le pourcentage de vaccinés parmi les non-vaccinés parce que ça va réduire la circulation du virus. Il faut revacciner ceux qui sont à plus de 6 mois de leur vaccination et chez qui il y a un risque de perte de l'immunité. On sait que l'immunité n'est pas forcément indéfinie et qu'elle va, notamment chez les personnes les plus âgées ou les plus fragiles, s'atténuer avec le temps. Donc revacciner, c'est fondamental. Il faut reprendre les gestes barrières que nous connaissons, c'est-à-dire lutter contre les grands rassemblements dans des endroits fermés, porter le masque, se laver les mains et probablement aérer beaucoup les endroits où on se réunit, parce qu'une des raisons pour lesquelles les épidémies et ce type d'épidémie se propagent en hiver, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, c'est relativement peu une épidémie manuportée, c'est beaucoup une épidémie propagée dans l'air par les aérosols qui sont exhalés par les porteurs de l'infection. Et ces aérosols peuvent rester de longues minutes, voire des heures dans des pièces non ventilées. Et donc ventiler, c'est tout à fait fondamental et c'est un des éléments qui peut-être avait été sous-estimé dans le passé. Et puis, il va peut-être falloir aussi étendre la vaccination aux enfants, parce qu'il semble quand même qu'il y a des données qui suggèrent que les enfants sont quand même un vecteur de circulation et de contamination peut-être important. Donc, il est possible que ça fasse partie des mesures à faire.
Mais déjà, En France, terminer de vacciner les non-vaccinés, se revacciner, remettre en place les mesures barrières, éviter les grands rassemblements, aérer, voilà des choses assez simples, pas très compliquées à faire et dont on sait que ça marche. il faudra le répéter autant de fois qu'il le faut, comme vous venez de le faire, pour convaincre les gens qui ne sont pas encore Oui, convaincus. il faut. Alors, j'ajouterais que vraiment, si chacun d'entre nous peut convaincre un non-vacciné de se faire vacciner, on fait une vraie mitzvah. C'est un endroit où je peux faire cette remarque. Je pense que On va c'est comprendre, oui. extrêmement important. C'est important et de façon égoïste pour les non-vaccinés qui vont se protéger. Et c'est important de façon altruiste pour l'ensemble de la collectivité, parce que plus on aura de vaccinés, moins le virus va se propager mathématiquement. Donc, le message, c'est essayer de convaincre votre voisin non vacciné de se vacciner, de se faire vacciner. Et maintenant, avec la troisième dose qui s'est ouverte, le rappel qui s'est ouvert à toute la population au-dessus de 18 ans, faut dire, les gens semblent s'inscrire quand même en masse. Ça Oui, semble je marcher, crois hein. que là, il y a même une ruée vers les centres de vaccination, puisque finalement, assez brutalement, on est passé d'une troisième dose qui était réservée à une petite fraction de la population adulte à l'obligation de se faire revacciner rapidement avant la mi-janvier. Donc là aussi, ça crée non pas une panique, mais enfin une L'embouteillage. ruée. Et il faut mettre en place, et ça n'était pas tout à fait prêt, les structures logistiques. Cela dit, il y a beaucoup d'endroits où on peut se faire vacciner, chez le pharmacien, sur Doctolib, on peut trouver des endroits où se faire vacciner. Il y a des sites internet Vite ma dose qui recense les endroits où se faire vacciner. Donc, je pense qu'il Les pharmacies, faut le faire. les infirmiers, il y a d'autres, votre médecin généraliste, on va encourager les gens. Mais comme d'habitude, en France, on a l'impression que la logistique n'est pas prête. C'est-à-dire que on pouvait quand même envisager que ça allait s'élargir, cette vaccination, ce rappel. Et là, brusquement, les centres n'ont pas été rouverts. Enfin, je veux dire, on a toujours l'impression qu'on a un petit temps de retard dans l'administration française. Oui, mais il faut aussi savoir que pendant des semaines, les centres de vaccination étaient l'arme au pied, vides, attendant le client, si je puis dire. Donc, Absolument. c'est toujours compliqué de maintenir en état de disponibilité des structures lourdes, parce que ça, c'est des moyens qui ne sont pas affectés ailleurs. Et Oui. donc, c'est compliqué de s'adapter à la dynamique de l'épidémie, et il faut le faire. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est très faisable, c'est pas non plus extrêmement compliqué à faire, mais ça nécessite de la mise en place du personnel, des moyens, des locaux, des doses, un circuit logistique. Donc, il faut remettre ça à nouveau en chantier. On a malheureusement l'expérience des vagues précédentes et on sait comment le faire. Est-ce que vous avez vu déjà arriver la cinquième vague à l'hôpital, avant même Oui, l'arrivée du Omicron? oui, avant l'arrivée du variant, on voyait déjà, ça fait déjà des jours et des jours, qu'on voit le nombre de cas augmenter, le nombre de consultations aux urgences augmenter, le nombre d'appels au SAMU augmenter, le nombre de patients qui sont hospitalisés pour des Covid augmenter, et le nombre de patients qui étaient hospitalisés pour des Covid en réanimation commençait à réaugmenter. Alors la situation n'est pas grave, mais elle est quand même, elle est tout à fait présente. Il y a une réascension du nombre de cas hospitalisés, y compris en réanimation pour Covid grave. Et donc, c'est une préoccupation qui était déjà là avant le variant. Et donc, évidemment, Et on est pourquoi préoccupé de en fait? savoir quel sera l'impact du variant là-dessus. Mais pourquoi en fait cette cinquième vague déjà avant même ce variant qui arrive, ça venait de parce que c'est l'hiver, parce que les gens sont complètement relâchés, parce que quoi? Eh bien, c'est une combinaison de trois facteurs. Le premier, c'est qu'effectivement, en hiver, on se rassemble dans des lieux fermés, mal ventilés. Et donc, ça, c'est un élément de propagation tout à fait clair. Le deuxième élément, c'est que il y a un relatif abandon des gestes barrières après quelques mois de baisse de l'épidémie, et c'est compréhensible. On comprend bien qu'il y a un relâchement, et il faut donc reprendre les bonnes habitudes. Et puis troisièmement, il faut savoir que nous n'avons pas vacciné toute la population, et que les quelques pourcents de non-vaccinés dans la population adulte, c'est un élément important de reprise de l'épidémie. On voit que parmi les cas, et en particulier les cas graves actuels, la proportion des non-vaccinés est beaucoup, beaucoup plus élevée que celle des vaccinés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument arriver à réduire ce pourcentage résiduel de non-vaccinés dans la population adulte pour empêcher la reprise de l'épidémie. On voit bien que les pays qui étaient un petit peu moins bien vaccinés ont eu des vagues beaucoup plus violentes. Et alors, les pays qui sont mal vaccinés ont évidemment des vagues qui sont terribles. Comme au Brésil, par exemple. Oui, le Brésil et puis certains pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est qui sont moins bien vaccinés, en Roumanie ou dans d'autres pays, la reprise de l'épidémie est très très violente. Mais vous avez vu arriver à l'hôpital
des patients qui avaient déjà été vaccinés 2 fois? Alors, il y en a, mais évidemment beaucoup moins que non vaccinés. Mais c'est vrai que le vaccin n'est pas une protection à 100% ni contre l'infection. On peut avoir ce qu'on appelle un breakthrough, une infection qui passe malgré le vaccin, ni même contre les formes graves. C'est une protection quand même importante contre les formes graves, mais ce n'est pas une protection à 100%. Et donc, il y a malheureusement, même chez des doubles vaccinés, des formes graves qui peuvent arriver. C'est beaucoup plus rare que chez des non vaccinés, mais ça arrive aussi. Donc, quand on a des millions et des millions de cas, on finit par avoir des formes graves nombreuses, même chez les vaccinés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument arriver à vacciner, revacciner et maintenir les gestes barrières, parce qu'on ne peut pas se reposer que sur la vaccination en disant « je suis vacciné, je suis tranquille ». Même vacciné, on Oui, peut c'est faire ça, un c'est la Covid, et de réaction temps en qu'on temps, ce a. Covid peut être grave. Vacciné, je suis tranquille, on ne met plus de masque. C'est ça, c'est Ça, la c'est une grave erreur. C'est une grave erreur et il faut réexpliquer cela. Il faut maintenir les gestes barrières, même si on est vacciné. Alors, on va le répéter encore une fois. Alors, pour terminer sur ce fameux Omicron, on ne sait rien en fait. Il y a pas, il y a les Je médecins. pense que les virologues sont plus au courant que moi. Moi, à mon niveau de médecin non spécialiste, non infectiologue, je ne sais pas grand-chose du variant Omicron. À nouveau, ce que je sais, c'est la grande incertitude actuelle et le désir de tout le monde de colliger des données et d'avoir des données plus solides. Actuellement, le nombre de cas qui ont été identifiés reste des choses qu'on compte sur les doigts des deux mains. Donc, c'est difficile de se faire une idée de la virulence, de la contagiosité à ce stade, mais il y a des craintes quant aux deux. Parce qu'on voit en tout cas, c'est que ça se diffuse vite, ça contamine vite, parce que on ne sait pas du tout si les gens vont être très malades, mais on voit que ça se diffuse très rapidement. Quand il y a un cas, ça contamine tout l'avion, comme on a vu avec l'avion d'Afrique du Sud qui a atterri en Israël, ça a l'air assez contaminant. C'est une crainte. Ouais. Alors, vous venez donc d'avoir le prix Claude Bernard, professeur Gabriel Steg, et vous avez à cette occasion rappelé la situation de la recherche médicale dans le cadre hospitalier en France. Est-ce que vous consacrez quand même beaucoup de votre temps à cette recherche? Est-ce qu'on est encore performant en France? Est-ce qu'on arrive vraiment? Vous êtes un chercheur, j'ai vu des choses assez étonnantes. J'ai vu que dans un site, je ne sais plus lequel, spécialisé, que vos travaux ont été cités 76 000 fois par le monde médical, ce qui est quand même impressionnant, je veux dire. Donc, vous savez de quoi vous parlez. 76 000 fois, c'est beaucoup. Enfin, c'était en plus, c'était pas tout de suite, c'était il y a quelques années. En tout cas, donc, est-ce que c'est encore possible en France de faire une recherche qui est aussi performante qu'aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre, par exemple? Alors, d'abord, moi, mon activité de recherche, c'est une recherche assez particulière, c'est de la recherche clinique. J'ai fait de la recherche plus fondamentale il y a quelques années, mais mon activité, c'est de la recherche clinique, la recherche qui se fait sur les patients. Et mon activité plus spécifiquement, c'est de faire des essais cliniques. Je suis devenu ce qu'on appelle un trialiste, du mot anglais clinical trial, les essais cliniques. C'est quelqu'un qui essaie, Quelqu'un notamment. qui teste, voilà, quelqu'un qui teste les traitements et qui les compare. Et je réalise en particulier ce qu'on appelle les essais randomisés, les essais par tirage au sort. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la crise Covid. Quand on veut vraiment avoir des données objectives sur est-ce qu'un traitement est efficace, est-ce qu'il est sûr, il faut le comparer au traitement de référence de la maladie et le faire en aveugle par tirage au sort, en tirant au sort les patients volontaires pour recevoir soit le traitement de référence, soit le nouveau traitement qu'on veut tester. Et puis ensuite, il faut en quelque sorte compter les événements qui vont survenir pour savoir lequel marche le mieux et lequel est le plus sûr. Et cela, c'est pas toujours pris tout à fait au sérieux, y compris par nos grands organismes de recherche qui tendent à négliger cette recherche clinique en pensant qu'elle est très simple. En fait, la recherche clinique, c'est la somme de métiers hautement techniques. Il faut des compétences multiples, il faut des méthodologistes, des statisticiens, des infirmiers de recherche clinique, des chercheurs cliniciens, des patients bien sûr, des chefs de projet, des juristes, des éthiciens, des pharmaciens, des biologistes. Enfin, il faut toute une série de compétences professionnelles. Ce sont toute une série de métiers. Avant, c'était des choses qu'on faisait un petit peu à la sueur de son front, en plus du travail clinique le soir. Maintenant, c'est devenu vraiment des métiers. Et ces métiers, ils nécessitent évidemment des moyens qui doivent être mis en place largement dans les hôpitaux. Et
ça doit faire partie, à mon sens, des missions intrinsèques des hôpitaux. Souvent, on a tendance à voir le rôle des hôpitaux comme étant exclusivement celui du soin. Et d'ailleurs, l'organisation financière du budget des hôpitaux autour de la tarification à l'activité incite les hôpitaux à faire de l'activité et des actes de soins. Et plus ils en feront, mieux ils sont rémunérés, meilleur est leur budget. Expliquez ça, c'est qu'effectivement, votre budget dépend du nombre d'actes que vous Exactement, en tout cas pour les hôpitaux publics. parce que Et, il faut et concrètement, quand même, ça pousse ça pousse à l'activité avec des effets pervers qui sont bien connus. Et puis, ça néglige d'autres missions des hôpitaux qui sont tout à fait importantes, l'enseignement, notamment pour les hôpitaux universitaires, mais aussi la recherche. Et moi, je suis convaincu que la recherche n'est pas qu'une mission des universitaires, ni que des hôpitaux universitaires, ce n'est pas qu'une mission des CHU, c'est une mission de l'ensemble du système hospitalier. Et la meilleure démonstration de cela nous a été faite par nos collègues britanniques qui ont mis en place la plateforme d'essais cliniques Recovery, des grands essais cliniques très simples et de très grande taille, où tous les hôpitaux du système de santé, le NHS britannique, participaient, et tous les patients Covid hospitalisés pouvaient être tirés au sort s'ils étaient d'accord, dans les essais cliniques de la plateforme Recovery, qui a été celle qui a permis le mieux et le plus rapidement d'identifier les traitements qui ne marchaient pas, et puis d'identifier les traitements qui marchaient, par exemple les anti-inflammatoires ou d'autres traitements. Et donc ça, c'est extraordinairement précieux. Tout le monde a bien compris pendant la pandémie Covid combien il était important d'avoir des réponses claires, non ambiguës, rapides, et c'est ce que font ce grand type d'essais cliniques. Et donc je crois que c'est vraiment important qu'on mette en place des structures de recherche clinique et que les hôpitaux, y compris le ministère de la Santé, prennent en compte complètement le rôle qui est le leur de recherche. La recherche n'est pas que quelque chose qui concerne le ministère de la Recherche, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du système de santé français. Le système universitaire. Oui, et puis un autre élément aussi, c'est que quand on évoque les moyens qui sont nécessaires pour la recherche clinique, on nous répond souvent que les moyens sont limités et que les hôpitaux ont déjà des charges financières lourdes et que donc c'est très difficile de mettre en place tous les moyens qu'on voudrait mettre en place. Même s'il y a des moyens dans les hôpitaux, il ne faut pas du tout les négliger, ils sont réels, ils sont avec des financements souvent indirects et complexes, souvent insuffisants, mais il y a des moyens. Et je pense que ces moyens doivent être encore amplifiés. Et moi, j'ai la conviction très profonde que la recherche, ça n'est pas un poids pour les hôpitaux, c'est une chance pour les hôpitaux et les patients. C'est une chance parce que ça leur donne accès à des traitements innovants, parfois coûteux, des médicaments innovants, des dispositifs médicaux innovants. Et donc l'accès à l'innovation, c'est très important. On comprend bien en cancérologie que quand vous arrivez au bout des chimiothérapies qui marchent, si on vous propose de rentrer dans un essai clinique, c'est une bonne chose plutôt que de vous dire maintenant on est au bout du chemin, on n'a plus rien à vous proposer. Deuxièmement, cette recherche, elle implique les patients et c'est évidemment tout à fait fondamental. Troisièmement, la recherche, on sait que c'est corrélé à l'excellence clinique. Mieux on fait de recherche, mieux les malades sont soignés. Et il y a de multiples démonstrations qui montrent que les hôpitaux ont fait beaucoup de recherche, sont des hôpitaux où les gens sont mieux soignés. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, ça ne coûte pas, ça peut rapporter de l'argent à l'hôpital. Ça rapporte de l'argent, je l'ai déjà dit, parce que des choses coûteuses sont fournies gratuitement dans le cadre de la recherche à l'hôpital, les médicaments ou les dispositifs médicaux. Ça rapporte de l'argent parce que lorsqu'il y a de la recherche industrielle, eh bien, les industriels paient les hôpitaux pour faire la recherche, donc il y a une rémunération pour les hôpitaux. Et puis, il y a même des mécanismes indirects, gouvernementaux, d'incitation à la recherche. Quand on publie des résultats de recherche, eh bien, plus on publie de résultats de recherche, plus les hôpitaux vont avoir des financements sur leur nombre de publications. Donc, il y a un rapport entre les deux. Voilà, il y a un rapport entre l'activité de recherche et la rémunération des hôpitaux, et elle n'est pas du tout triviale. Les volumes que ça représente sont importants pour le budget des hôpitaux. Et puis, dernier point qui est tout à fait important à garder en mémoire, c'est que nous sommes dans un moment où la situation des hôpitaux est difficile, avec un exode des personnels de santé, médecins et paramédicaux, avec une désaffection pour l'hôpital, et beaucoup de professionnels qui quittent l'hôpital ou qui arrêtent leur carrière salariée. Et faire de la recherche, c'est aussi une manière de redonner du sens à l'activité hospitalière, de garder, d'être attractif pour les personnels de santé, à nouveau les médecins et les paramédicaux, qui souvent sont très intéressés, très demandeurs, très volontaires pour faire de la recherche. Et je pense que c'est aussi un élément d'attractivité très important pour les hôpitaux, notamment publics, que d'avoir une activité de recherche organisée. Donc, pour toutes ces raisons, la recherche ne doit pas être vue comme un poids, elle doit être vue comme une chance pour les patients et pour les hôpitaux. Mais concrètement, comment faire aujourd'hui pour que,
en France, les hôpitaux puissent être encore un incubateur d'innovation. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, de l'argent, bien sûr, mais est-ce que vous allez avoir le soutien des pouvoirs publics? Est-ce que votre message passe? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Cette plateforme, par exemple, dont vous parliez en Angleterre, est-ce qu'on a ça en France? Alors, moi, je crois que tout le monde est conscient qu'il va falloir réformer le système de la recherche en santé, et en particulier le système de la recherche clinique. Je pense que la crise Covid a montré nos forces, qui sont réelles, mais Quand même, aussi nos faiblesses. en ce qui concerne le Covid, ça a été une rapidité hallucinante de trouver les vaccins, les Absolument. tests. Le Covid a illustré de façon éclatante Oui, le succès de la recherche fondamentale avec la recherche sur l'ARN messager et les vaccins ARN messagers qui nous ont vraiment sauvé la mise avec la mise au point très rapide de ces vaccins ARN messagers. Incroyable la vitesse à laquelle ça a été mis en place, qui a surpris même les médecins, même le monde médical. On pensait qu'il faudrait 2 ans, 3 ans, peut-être plus. Et finalement, en moins d'1 an, on a eu des vaccins à grande échelle incroyable. et des vaccins très efficaces. Deuxièmement, les essais cliniques dont on nous avait dit qu'il faudra des années pour pouvoir les tester. Et d'ailleurs, certains ont voulu s'affranchir des règles de la recherche clinique en disant on n'a pas le temps. En fait, ce n'est pas vrai. Nos collègues britanniques nous ont montré qu'en moins de 2 mois, ils étaient capables d'obtenir des résultats extrêmement probants pour montrer que certains traitements ne marchaient pas. Et à nouveau, c'est très important de savoir ce qui ne marche pas pour ne pas utiliser des traitements inutiles et potentiellement dangereux, et que certains traitements marchent, et au contraire, de pouvoir, eux, les incorporer aux standards de soins. Et donc, cette démarche permanente d'examen et de réexamen de ce qu'est le standard du traitement pour une affection qui est émergente comme ça et qui permet en quelques semaines littéralement, de comprendre comment est cette affection, comment on la prend en charge, quelle est son évolution et comment on la traite, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment assez prodigieux de la recherche et des succès de la recherche. Il faut les saluer. La France a contribué à cela, mais peut-être pas au rang qu'on aurait voulu. Et je pense qu'à nouveau, les exemples qui ont bien marché, notamment chez nos collègues britanniques, doivent nous inspirer pour réorganiser encore mieux, de façon plus efficiente, notre recherche clinique. Oui, parce que c'est quand même très impressionnant ce qui s'est passé. Mais il y a eu quand même des échanges entre les différents pays où c'est quand même les labos, Absolument, la recherche clinique d'aujourd'hui, elle est internationale et elle est collaborative. Et les grands essais cliniques auxquels j'ai fait allusion, beaucoup sont des essais internationaux. Il y a eu des essais européens, il y a eu même des essais mondiaux organisés soit par les instances européennes, soit par l'OMS ou d'autres structures. Et donc, bien sûr, la recherche est collaborative. Elle ne l'a pas été encore assez. Elle devrait l'être encore plus quand on fait face à des pandémies, comme nous venons de le faire. Mais la recherche, c'est déjà une recherche internationale et collaborative. Les grands essais cliniques nécessitent des centaines d'hôpitaux, parfois des milliers d'hôpitaux, et donc des dizaines de pays impliqués. et la France participera à ce grand mouvement de recherche parce qu'il va continuer. À Oui, partir de la pandémie, on a compris qu'il fallait continuer sur cette voie. la France participe et je pense qu'elle doit contribuer encore plus qu'elle ne le fait. Nous avons, il faut bien le reconnaître, nous avons reculé dans les classements, si tant est qu'on puisse faire des classements, mais il y a des classements sur la productivité en recherche. Et la productivité en recherche clinique de la France a relativement reculé par rapport à nos voisins européens. Nous étions au même niveau que la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Nous sommes maintenant derrière. Nous sommes rattrapés par l'Italie, l'Espagne. Et donc, voilà, dans la grande compétition européenne, on voit bien que nous avons besoin de regagner des places. Et cela, ça n'est pas totalement fortuit. On le comprend bien quand on regarde l'investissement dans la recherche et dans la recherche clinique de ces dernières années, qui a plutôt reculé en termes relatifs. Et donc, il va falloir remettre en chantier ça. Et puis, il faut surtout aussi, au-delà des moyens, il faut mieux s'organiser pour être plus efficace. Et nous n'avons pas toujours été assez efficaces. Et vous pensez que donc votre message, on a fait passer un message sur il faut se faire vacciner, etc. Mais votre message sur comment rebondir sur la recherche médicale en France, il est entendu aujourd'hui? Vous pensez que le fait que la France Oui, recule, c'est la sonnette moi d'alarme? j'ai le sentiment d'un constat partagé. Après, les solutions, les gens peuvent en débattre. Mais je crois que le constat est assez largement partagé que nous devons faire mieux. Que nous n'avons pas à rougir de la performance passée, L'histoire de mais nous Sanofi, n'avons pas Pasteur, a été quand à même. la hauteur des grands pays concurrents. Non, mais même le Et fait qu'on n'avait pas de vaccin, de test, le retard de Pasteur ou de Sanofi, ça a quand même été un signal qui a été entendu, non? Par,
Oui, je pense que ça, ce sont des choses qui ont été entendues. Je pense qu'il faut être très prudent quand on analyse ce genre de choses-là, parce que vu de loin, on se dit, mais comment se fait-il que Pasteur n'ait pas mis au point un vaccin? Il faut comprendre que quand on fait des choix en recherche pour mettre au point un vaccin, on fait des choix, et ces choix, ce sont toute une série de paris successifs, et de temps en temps, on perd le pari. On ne gagne À pas à vous tous les coups, faire. et ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon, mais parfois, il faut aussi un peu de chance. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille jeter la pierre ni à Sanofi ni à Pasteur, mais c'est vrai qu'il est frappant de constater que sur la recherche clinique en particulier, là où vraiment on avait les armes de la compétition, les grands, ceux qui ont vraiment montré au monde entier comment procéder, c'est les Britanniques. Et donc l'exemple britannique doit absolument nous inspirer. Alors voilà, il va falloir faire passer l'information au niveau des décideurs. Alors j'avais une dernière question parce que vous êtes sur la cardiologie et vous êtes donc un très grand cardiologue. La question du tabac, on ne parle pas de l'épidémie, là on parle du tabac. Est-ce que ça reste toujours un vrai problème pour pour les problèmes cardiaques, bien sûr, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, le tabac reste le premier facteur de risque et en plus le premier facteur de risque modifiable. Et c'est un facteur de risque qui pèse très lourd dans les maladies cardiovasculaires liées à l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, dont je rappelle que ce sont les deux premières causes de mortalité dans le monde. C'est les deuxièmes en France et la première dans le monde entier, ce que les gens ne réalisent pas. Et le tabac pèse un poids très très lourd. Et j'ai deux anecdotes à partager avec vous. La première, c'est que quand vous faites une demande de prêt et d'assurance, la première question du questionnaire de santé, c'est est-ce que vous fumez? Et la première chose que mesurent les tests biologiques quand on vous fait des tests urinaires, c'est la concentration de cotinine dans vos urines pour savoir si vous fumez, oui ou non. Et la raison pour cela, c'est que les assurances, ils ont des tables de survie, les tables des actuaires, qui montrent très bien la différence considérable de survie entre les fumeurs et les non-fumeurs. Et donc, C'est ce n'est assez pas par hasard convaincant. qu'on vous pose cette Votre question. exemple est assez convaincant. Si vous voulez avoir Voilà. un prêt de votre banque, arrêtez. Et j'aime bien dire que vous connaissez l'histoire de Hillel et du centurion romain. Un centurion romain rencontre le maître Hillel et lui dit, pour se moquer de lui, est-ce que tu es capable de me résumer la loi d'Israël pendant que je me tiens sur une jambe? Et Hillel lui répond, aime ton prochain comme toi-même, le reste est commentaire. Eh bien, si je devais donner un conseil de prévention aux gens qui me demandent toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour sa santé cardiovasculaire, quel aliment miracle faut-il manger, quel régime suivre, eh bien, la réponse est très simple. Si vous êtes fumeur, arrêtez de fumer. Bon, bah, écoutez, ça c'est la deuxième mitzvah de ce matin. Donc, arrêtons de fumer. Je voulais maintenant avoir l'occasion de revenir sur vos parents, qui sont des personnalités très connues de la communauté juive, et sur leur parcours. Parce que, alors, donc, votre père Alisteg et votre mère Gilberte ont été déjà, pour commencer, de grands résistants. Ils étaient tous les deux, pas en même temps. L'un était venu de Tchécoslovaquie avec sa famille et l'autre était venu de Salonique avec sa famille, donc immigrés en France, juifs. Et donc, pour commencer par votre père, il a tout de suite participé à la résistance quand il avait quel âge? Il avait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Alors, mon père était très, très discret là-dessus et je pense qu'il ne se considérait pas comme un grand résistant. Il était très jeune puisqu'il est né en 1925, donc il avait 17 ans en 1942. Il avait passé la première partie du bac, il se préparait à passer la deuxième lorsqu'il a été averti d'une rafle. Et du coup, il n'est pas allé passer le baccalauréat. Porter l'étoile jaune. Il portait l'étoile jaune, absolument. Il raconte comment, arrivant au lycée Voltaire, le premier jour du port de l'étoile jaune avec son étoile jaune, lui et un camarade, son prof de français ou de philo, je ne sais plus, monsieur L'Herbier, a réuni dans le plus grand silence la classe et a dit mes enfants, aujourd'hui, nous allons étudier de la tolérance de Montesquieu. Et ça reste un très, très grand souvenir. C'est une anecdote qu'il a racontée à de multiples reprises et qu'il avait beaucoup frappé sur la solidarité dont ses camarades et l'enseignant les avaient entourés ce jour-là. Il m'a raconté qu'à la récréation de cette classe, ses camarades étaient venus et l'avaient embrassé, ce qui ne se faisait pas du tout à cette époque-là, mais qui témoignait d'un mouvement de solidarité. Alors je sais que ça n'est pas le vécu de tout le monde et qu'il y a déjà
anecdotes bien moins chaleureuses qui ont été vécues par d'autres, mais en tout cas, c'est celle que mon père a vécue. Et puis ensuite, il a, grâce à un réseau de solidarité organisé par l'abbé Glasbert et les amitiés judéo-chrétiennes, il a réussi à aller se cacher au Béguet, près de Casaubon. Il y est resté un certain temps, puis ensuite, il est allé reprendre des études pour passer le baccalauréat sous un nom d'emprunt. Et de là, il a rejoint les FFI du Gers. Autour de Sarlat, il a participé un peu à la résistance. Il n'en gardait pas d'ailleurs un souvenir absolument ébloui. Il était dans un corps de résistance non juif, où les juifs étaient volontiers désignés d'office par les sous-offres pour les missions dangereuses, et où il n'avait pas le sentiment d'une compétence militaire absolument avérée. Et puis, la libération est arrivée, il est rentré à Paris, et il a commencé ses études de médecine tout de suite. Alors, vous Et avez une ensuite a plongé dans anecdote la que vous médecine. m'aviez racontée sur qui a été choisi pour faire des études dans la famille Steg. Oui, mon père venait d'une famille extrêmement modeste. Ses parents et lui et ses frères et sœurs habitaient dans un tout petit appartement près de la place d'Aligre, rue de Cotte, ce qui maintenant est devenu le comble du chic parisien, mais qui n'était pas avant-guerre le comble du chic parisien. Et très tôt, mon père, qui était un élève très doué, arrivant à 7 ans à Paris sans parler un mot de français, l'année suivante était prix d'excellence, et je crois qu'il a été continuellement prix d'excellence toute sa scolarité. Et donc très tôt, la famille a tacitement décidé que celui qui ferait des études, c'était Adi. Et mon père me racontait qu'après le dîner, on desservait la table, et puis sur la toile cirée de la table de la salle à manger, qui était la pièce unique en fait de réunion de l'appartement, et bien tout le monde laissait la table libre à Adi pour qu'il fasse ses devoirs. Il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas le déranger pendant qu'il faisait ses devoirs, parce que toute la famille investissait là. Et mon père en a conçu un grand sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses frères et sœurs qui, eux, sont allés en apprentissage très tôt parce que tout le monde ne pouvait pas faire des études, d'avoir été, lui, choisi, désigné pour faire des études supérieures et d'avoir cette chance, ce privilège de pouvoir poursuivre des études. Alors, Adi Steg a effectivement réussi ses études et sa carrière d'urologue. Il est devenu un médecin extrêmement connu en France. Oui, ben, il disait en plaisantant qu'il pensait que ses parents seraient contents parce qu'il était devenu un docteur et même un professeur. Voilà, et donc, effectivement, il a eu une très très belle carrière médicale, à la fois sur le plan du soin. Il est devenu le chef de service de l'hôpital, du service d'urologie de l'hôpital Cochin, succédant à son maître Pierre Aboulker, qu'il avait fait revenir à l'hôpital. Il avait quitté l'hôpital public dans les années 50, et dans les années 60, au moment de la loi Debré, il est revenu et il est devenu professeur agrégé de Pierre Aboulker, qui était une personnalité extraordinaire, un homme d'une culture, d'un raffinement, d'une gentillesse extrême que j'ai eu la chance de connaître un peu, moi tout enfant. Et son maître, Pierre Aboulker, a aidé mon père à poursuivre sa carrière, à devenir professeur agrégé. Puis il a succédé à son maître et il a eu une belle carrière à la fois de chirurgien, avec une activité chirurgicale considérable et l'accès vraiment au plus grand, et puis une activité de recherche qui a été aussi importante dans le domaine du cancer de la prostate, dans le domaine du traitement des lithiases. Sur plusieurs domaines, il a eu une contribution qui, je crois, été importante, et il a eu beaucoup d'élèves. Donc, il faisait déjà de la recherche dans le cadre hospitalier, comme son fils. Absolument, absolument. Il avait une activité de soins, d'enseignement et de recherche. Il a aussi été un enseignant assez, je crois, assez talentueux. Il était ce qu'on appelait un conférencier d'internat, puisque dans les années 50-60, avant de passer le concours de l'internat, et même de mon temps, en dehors des cours de la faculté, on allait suivre des cours privés le soir, des conférences d'internat, où un conférencier, qui était souvent un peu à la fois un enseignant et un battleur, un peu un one-man show du soir médical, enseignait et préparait au concours les jeunes étudiants en médecine qui voulaient passer le concours de l'internat. Et je crois que mon père a été un conférencier particulièrement talentueux, parce qu'il ne se passe pas de mois ou d'années sans que des médecins viennent me voir en disant « J'ai été l'élève de votre père, quel conférencier extraordinaire ». Je sais qu'il était très, très apprécié de ses élèves et qu'il avait un taux de succès élevé à sa conférence d'internat. Alors, avec toutes ces carrières médicales, Adi Steg a quand même eu un rôle très important dans la communauté juive
que ce soit au niveau de l'Alliance israélite ou du CRIF. Il a investi beaucoup de son énergie dans les institutions juives. Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu une première période au moment où il était étudiant, où il a été très actif à l'UEJF, et l'UEJF a contribué à créer la World Union of Président, Jewish Students, donc vraiment juste après la guerre, et a en particulier contribué à faire venir des juifs des pays d'Europe de l'Est qui étaient derrière le rideau de fer et qui ont pu sortir grâce à des congrès organisés par la World Union of Jewish Students. Et puis ensuite, ça a été un peu en sommeil pendant le début de sa carrière chirurgicale, et je pense qu'il s'est réengagé dans la vie juive à peu près au moment de la guerre des 6 jours, où il s'est créé un comité de coordination des organisations juives, et puis où le CRIF a été réactivé avec d'autres leaders communautaires, Claude Kellman, Théo Klein, Guy Rothschild et d'autres. Ils ont réactivé, si je puis dire, activé et créé la communauté moderne. Mon père a été président du CRIF au début des années 70. Et puis après, il s'est investi dans l'Alliance israélite universelle. Il a succédé à Jules Braunschweig. Et l'Alliance israélite, ça lui convenait bien parce que c'était le confluent de plusieurs de ses passions. C'était la France. Mon père avait un immense amour de la France. Il aurait pu en vouloir beaucoup à la France parce qu'il avait quand même une histoire un peu mouvementée. Son père arrêté par la police parisienne et déporté d'abord à Beaune-la-Rolande puis à Auschwitz. Sa belle-sœur arrêtée par la police parisienne, internée à Drancy et rapidement déportée et assassinée à Sobibor. Lui-même arrêté par la police de Vichy en franchissant la ligne de démarcation, mis en prison à Lyon et jugé, libéré heureusement quelques jours avant l'arrivée des Allemands en zone libre. Donc il avait vraiment des raisons d'en vouloir, et pourtant mon père a toujours eu un immense amour de la France, une grande gratitude pour la chance qu'elle lui a donnée de s'insérer, de prospérer, de mener une carrière, et en retour effectivement de recevoir les plus grands honneurs. Et puis un amour de la culture de la France. Mon père, il se reconnaissait dans La Fontaine, Hugo, Saint-Exupéry, ça lui parlait très profondément. Et donc, cet aspect-là, évidemment, de l'Alliance israélite, combiné à l'enseignement de la culture juive, et mon père est resté très fidèle à son judaïsme d'enfance. Mon père vient d'une famille extrêmement orthodoxe, noir de noir, comme on dit, et je crois qu'il est resté, même s'il n'a pas gardé une pratique orthodoxe, il est resté très profondément juif. Et donc, l'Alliance israélite, c'était la combinaison du judaïsme, de l'amour de la culture française et de la volonté de propager l'éducation juive, le limoud, le chinuch yehudi, et ça lui parlait aussi beaucoup. Donc, je pense que c'était vraiment très adapté à ses engagements, et il s'y est engagé longtemps avant de passer la main il y a quelques années à Mark Eisenberg. Mais votre père, donc Alice Tegg, a préféré se souvenir du professeur de terminale qui parlait de la tolérance plutôt que des gens de Vichy qui venaient l'arrêter et le forcer à mettre l'étoile jaune. C'était une autre France. Il n'a pas pensé que Pétain avait sauvé les Juifs. Ah, il y a bien une chose dont il était convaincu, c'était que Pétain n'avait pas aidé ou sauvé les Juifs. Ça, alors là-dessus, il n'y a pas la moindre ambiguïté. Et je n'ose pas imaginer comment il aurait qualifié ceux qui aujourd'hui imaginent pouvoir dire des choses pareilles. Il faut quand même rappeler ça. Alors, pour parler de votre mère, qui, elle, sans hésitation, on peut qualifier d'héroïne de la résistance et du sauvetage des Juifs. J'ai découvert son histoire, Gilberte, en lisant la presse quand elle est disparue au mois de septembre. J'ai découvert qu'elle avait été très jeune d'ailleurs, une vraie héroïne, prenant des risques incroyables pour cacher des enfants juifs et aussi des adultes, à vélo. Moi, j'aimais bien une citation que j'ai lue dans la presse, qu'elle ne savait pas faire du vélo, mais pour justement assurer tout le réseau de sauvetage, elle s'est mise au vélo. Voilà, on l'imaginait sur un vélo alors qu'elle ne savait pas faire du vélo, traversant toute la France pour aller aider les petits enfants juifs. Oui, ma mère s'est impliquée elle était très impliquée dans les EI, elle et sa sœur aînée. Éclaireurs israélites. Les éclaireurs israélites, Ma mère malheureusement. était également à la même époque.
Malheureusement, Eddy a été rapidement arrêté sur dénonciation et déporté et assassiné à Sobibor. Mais ma mère, Dénonciation de qui, on sait? probablement de la personne qui lui avait fabriqué des faux papiers la veille. Pour l'argent. Pour de l'argent. Pour de l'argent ou de la protection, on ne saura jamais. Et ma mère s'est engagée dans les EI et dans ce qu'on a appelé la 6e, et avec voilà, un petit groupe de jeunes, incroyablement jeunes. Quand on regarde rétrospectivement, c'est véritablement des adolescents entre 18 et 25 ans. Et ils ont mis sur pied un réseau d'assistance, d'aide, de cache, de dissimulation et de protection des enfants juifs, notamment des orphelins, ceux qui avaient été cachés ou par leurs parents. Les parents avaient souvent été déportés, cachés dans des fermes, dans l'Orne, dans la Mayenne. Et ma mère, son rôle était d'aller à vélo de ferme en ferme pour à la fois prendre des nouvelles des enfants. Et elle avait des petits carnets où elle notait les nouvelles de tel enfant, celui qui travaille bien à l'école, celui qui est malheureux dans la ferme, celui qui réussit bien, etc. Et puis apporter de l'argent aux paysans qui parfois avaient besoin d'être rémunérés parce que ça leur faisait des frais, une bouche supplémentaire à nourrir, parfois plusieurs bouches supplémentaires à nourrir dans des familles qui ne roulaient pas sur l'or. Et elle l'a beaucoup fait voilà, en Mayenne et en Orne, et en particulier, il y a quelques années, elle est retournée dans une des communes où il y avait beaucoup d'enfants cachés. Il y avait 39 enfants cachés à Fougerolles-du-Plessis. 39. Je ne pense pas sans émotion à cette petite commune où 39 enfants ont été cachés et ont survécu pendant toute la guerre, sans être arrêtés, sans être dénoncés, et recevaient tous les quelques semaines la visite d'une jeune fille à vélo qui passait comme ça, prendre de leurs nouvelles, et puis qui traversait les barrages allemands à vélo, en saluant comme ça les Feldwebel qui la voyaient passer, qui n'y voyaient que du feu. Et ce qui est assez drôle, c'est que lorsque il y a eu la libération et que les soldats anglo-américains sont arrivés dans la commune, un des soldats britanniques voit ma mère et voit ces jeunes paysannes blondes et une jeune fille brune à vélo, et lui dit Who are you? You don't fit with the landscape. Et lui, il avait compris qu'elle elle appartenait pas au paysage, elle faisait pas partie du paysage, cette jeune femme brune qui ne ressemblait pas à une paysanne normande ou de Mayenne. Et lui, il avait assez bien compris ce que les soldats allemands n'avaient pas vu, enfin, qui heureusement qu'ils n'avaient pas vu. Et voilà, elle a fait ça pendant, je crois, de longs mois. Et puis, dès la libération, elle aussi est rentrée à Paris. Elle aussi s'est inscrite en fac de médecine. Et le premier jour du PCB, qui est la première année de médecine, à la rentrée 45, mon père a rencontré ma mère sur les bancs de la fac de médecine. Ah, je ne savais pas. Donc, ils ont tous les deux été médecins et je pense qu'ils ils auraient été fiers que vous soyez aujourd'hui reconnu comme, en tout cas pour le prix Claude Bernard, comme pour l'ensemble de vos recherches en médecine. Je pense qu'il serait très content que vous ayez ce prix aujourd'hui. Donc, merci. Et Gabriel Steck, je rappelle qui vous êtes, professeur et chef de service à l'hôpital Bichat et vice-président des hôpitaux de Paris. Et vous avez choisi ce que nous allons entendre parce que vous aimez le rock. On peut être grand professeur et aimer le rock. Led Zeppelin, que nous aimons tous pour conclure cette émission. Et encore bravo.